On est le 4 juillet 2007 près de la ville de Gumption dans l'état du Texas aux États-Unis, à 35 km au nord de cette petite ville pour être plus précis, et à 21h41, il y a eu une catastrophe d'une envergure absolument monstrueuse. En l'occurrence, la monstruosité de la catastrophe ne se manifeste pas seulement dans les dégâts causés, c'est-à-dire 750 morts, 1800 blessés graves et 18 000 individus qui souffrent de tout type de symptômes, qu'ils soient d'ordre purement physiologique ou psychologique, puisque parmi ces 18 000 individus, il y en a qui se plaignent de problèmes respiratoires, de douleurs à la cage thoracique, de nausées, mais aussi d'hémorragie interne, pour vous dire, causée entre guillemets soudainement. Sans oublier une hausse anormale d'enfants présentant des handicaps majeurs à la naissance. Quant aux gens qui souffrent de troubles psychologiques, ça s'étend de la dépression aux hallucinations en passant par une anxiété accrue. Pour l'autre face de la monstruosité citée précédemment, elle se manifeste par ce qui a provoqué la catastrophe. Une chose, une créature d'une telle envergure que des séismes provoqués par une simple toux se sont fait sentir sur un rayon de 130 km. Une telle taille qu'on ne semble toujours pas connaître plus d'une trentaine d'années après l'avoir étudié, ne serait-ce que 20% de son envergure complète. Je viens de vous parler d'une simple toux qui a provoqué un véritable séisme, mais toutes les personnes qui ont été blessées pendant cette nuit du 4 juillet 2007 ne l'ont pas été juste à cause de la toux. Non, il y a concrètement des trucs bien plus graves qui ont été causés par cette chose. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de tout un tas de trucs liés à cette créature, quelle qu'elle soit. On va parler de sa découverte en 1973, de tous les médias qui ont été associés, donc des pubs qui ont été faites à ce sujet, puisque cette chose en fait elle a été transformée en parc national. Oui, vous pouvez trouver ça comme étant d'une stupidité extrême, mais vous avez encore rien vu. On traitera de l'infrastructure du parc, d'un bestiaire, et ça va pas être très joli à voir, de divers incidents dont celui que je viens de citer, puisqu'il est le plus important. C'est cet incident du 4 juillet 2007 qui a fermé le parc définitivement, donc concrètement, on va dire que c'était un parc national, aujourd'hui il est désaffecté. Sans oublier certaines dérives issues du parc, notamment en regardant Coca-Cola. Je sais pas trop comment expliquer cette section-là de la vidéo, mais vous allez voir, ce sera très sympathique, ou pas trop du coup, mais moi je bois pas de coca, donc ça devrait aller. Puis on finira cette vidéo en expliquant ce que concrètement est le Mystery Flash Pit National Park, ou du moins ce qui se cache encore, même après la fermeture, sous les terres d'un des parcs nationaux les plus connus des États-Unis. Mais avant de parler de tout ça, on doit revenir à la base, c'est-à-dire en 1973, le 2 mai pour être plus précis, même si, comme on le verra à la toute fin, James Jackson ne semble pas vraiment avoir été le premier à découvrir le monstre. On apprend sa découverte par l'intermédiaire d'une lettre envoyée le 2 mai 1973 en provenance d'un certain James Jackson qui a pour destination un homme du nom de Colton Fleming. Avant ça, on peut faire une courte présentation de James puisqu'il sera récurrent tout du long de la vidéo quand on traitera du bestiaire par exemple ou de divers incidents, puisque James, aussi surnommé Jim, était un véritable explorateur, mais au point d'être traité de malade par un bon nombre de personnes qui travaillaient avec lui à cause de son attitude quasi nonchalante et au contraire parfois un peu trop excité à l'égard de problèmes pourtant visibles et significatifs. Mais voici ce qu'un article dit à son sujet. En fonction des interlocuteurs, James Jackson était soit un escroc, soit un génie, soit un parieur dégénéré, ou même encore un chaman réincarné venu des temps anciens, soit simplement une combinaison des quatre. Jim, comme l'appelaient ses amis et ses détracteurs, était un homme étrange. C'était un intellectuel autodidacte qui était absolument convaincu qu'il possédait des dons qui s'approchaient du surnaturel. Cet extrait d'article paraît complètement anodin, je vous l'assure qu'il ne l'est pas. Je veux dire, au-delà de la créature du parc qui en elle-même est déjà surnaturelle, il semble y avoir toute une autre couche de surnaturel à toute cette histoire qui serait possiblement essentielle à l'explication du Mystery Flash Pit National Park. Suite à cette brève introduction à la personne de James Jim Jackson, on peut passer à cette lettre citée au début de ce premier segment de la vidéo, consacrée à la découverte et à l'établissement du parc national. La voici. Cher Colton, tu sais déjà plus que quiconque ma tendance à utiliser un langage hyperbolique, mais les gars qu'ils ont appelé ce lundi sont vraiment penchés sur un truc incroyable, vraiment incroyable, splendide. Il ne s'agit pas là d'un gisement minier, Colton. Du moins, ça ressemble à rien de tout ce que j'ai vu jusqu'ici. J'ai exploré un peu et j'ai pris des échantillons que j'ai envoyés à Chris que vous puissiez les analyser. Je pensais sincèrement qu'au vu de la découverte, vous ne me croiriez pas si je ne vous avais pas envoyé ces échantillons. Ce truc duquel sont issus ces échantillons semble être un espèce d'immense dépôt
organique qui doit, selon mes estimations, s'enfoncer davantage de près de 150 mètres à 180 mètres. C'est pas un champignon, ce truc respire, produit des sons, comme n'importe quelle autre créature vivante. Il saigne même. Mon Dieu qu'il saigne. Colton, c'est un vrai bordel ici. John et quelques des autres gars sur le site pensent qu'il s'agit là d'une espèce alien. Les Mexicains sur le site le qualifient même de diable d'ici-bas et sont extrêmement sceptiques à l'idée de s'approcher davantage de ce qui semble être sa bouche. Moi, franchement, je m'en fous de ce dont il s'agit, ou d'où ce truc provient. Tout ce que je sais, c'est que je suis un explorateur et qu'actuellement, on vient de trouver un truc exceptionnel. Une fois que vous et Chris aurez jeté un coup d'œil aux échantillons, appelez Lenny, qu'il ramène son équipe et au moins 4 excavateurs. Tu leur donneras l'argent qu'ils demandent, qu'ils puissent être aussi vite que possible sur les lieux. D'ailleurs, j'ai la carte d'un mec de Carlsbad qui a des équipements de spéléologie assez avancés. Paye-le de même l'argent qu'il demandera, qu'il soit ici vendredi ou samedi. J'appellerai aussi Beverly qu'elle mette en arrêt tous nos autres sites pendant les 3 prochaines semaines. Je pense que tu devrais tout de même le lui rappeler. On doit vraiment se bouger le cul. Dale Whitmer est déjà parti appeler des gens de Gumption pour qu'ils puissent venir prendre en photo le site. Et dès que ça se saura, cet endroit se transformera en véritable cirque. Que Dieu nous aide si les fédéraux viennent et ferment l'accessibilité du lieu. Il y a quelque chose à propos de ce truc qui est important. Et je veux pas avoir un truc aussi spécial tombé entre les mains d'un quelconque garde. Signé James Jackson de Jackson Surveying Inc. On a quelques informations intéressantes. Déjà, il s'agit là littéralement d'un organisme ne s'apparentant à rien de ce qu'on connaît, qui respire et qui apparemment saigne énormément. Sans oublier que le lieu le plus accessible semblablement semble du coup être la bouche de la créature. Il y a aussi une claire peur des agences gouvernementales du côté de Jim parce que clairement, si elles viennent à découvrir ce site, elles vont sûrement pas laisser une compagnie quelconque s'en charger. En revanche, vu qu'on est au début de l'exploration du site, on détient qu'un nombre très limité d'informations. Et on a les motivations de Jim et clairement, il veut explorer. C'est pas pour rien qu'il demande 4 excavateurs et de l'équipement spéléologique. Cependant, la prochaine lettre qui s'aligne chronologiquement est envoyée de nouveau par Jim, encore une fois à destination de Colton, et on se situe cette fois-ci le 24 août de la même année. Ils ont eu le temps d'explorer. Parce que, bordel, dans cette lettre, on apprend des trucs de malade, déjà. Vous inquiétez pas, je vais pas passer mon temps à simplement vous lire des lettres, hein. En revanche, quand il s'agit de vous introduire au sujet, j'ai pas trop le choix. Vous verrez que par la suite, je ferai davantage de synthèse des informations dans mes propres mots. Ce sera un peu plus interactif. En tout cas, passons à cette deuxième lettre. 24 août 1973. Cher Colton, les choses ici commencent sérieusement à devenir intéressantes, parce que hier, vers 3h du matin, on a atteint un nouveau record de profondeur, 548 mètres en descente purement verticale, dans sa gorge seulement. C'est vraiment dommage que toi et les autres soyez si effrayés face à cette fosse. Être ici bas, en vérité, c'est vraiment autre chose. Enfin, comprenez-moi bien. Je dis pas que c'est facile, mon Dieu que c'est difficile de descendre et de se déplacer dans son gosier. Un mec doit avoir des boules en acier ou un crâne super épais, et je remercie le Seigneur qui m'a béni de ces deux caractéristiques. En attendant, certains des mecs avec qui je travaille sont équipés, et on a pu se frayer un chemin avec énormément d'efforts. Des muscles gigantesques, des os gargantuesques, des entrailles tellement énormes que tu pourrais conduire un camion à l'intérieur. Il y a des bestioles étranges qui rôdent dans les ténèbres autour de nous aussi. Des insectes énormes, des germes énormes, des vers énormes, d'autres trucs anormaux que tu ne croirais même pas être vrais. Il y avait un espèce de truc crabe géant de la taille d'un coyote qui s'est faufilé dehors il y a 1 semaine et demie et qu'on a surpris en train de ramper près de notre remorque à nourriture. J'ai pu la voir de très près, avant que des gars de l'équipe de Dale ne lui tirent dessus et qu'elle ne commence à s'enfuir. On a eu les funérailles de la 3e équipe à être morte durant ce mois-ci, ce mardi. Les journaux commencent déjà à propager beaucoup trop de rumeurs à mon goût. Mais j'ai espoir que Bill et les autres avocats parviennent à garder loin de nous tous ces vautours. Les gens ne peuvent pas comprendre jusqu'à ce qu'ils viennent à descendre ici-bas. Colton, nous sommes des explorateurs, de vrais pionniers. C'est un bon travail. Ce qu'on fait, c'est le travail de Dieu. Personne ne sait ce qu'est cette mystérieuse fosse, ni même ce qu'elle mange, ni même depuis combien de temps elle est ici. On a besoin de mecs avec de vrais cerveaux, pas juste des explorateurs, non, des médecins, des scientifiques, de bonnes personnes qui n'ont rien à voir avec ces lieux. Je suis extrêmement heureux que tu aies su garder les rênes de l'entreprise tandis que moi, je suis ici en train de jouer au cow-boy. T'es un bon gars, Colton, le genre de gars qui n'existe plus aujourd'hui. Peut-être que j'espère pouvoir trouver de cette bonté à l'intérieur de moi-même, peut-être, au fond, dans les entrailles de cette créature. Donne à Samantha et au bébé mes appréciations. Signé Jim Jackson. PS, il y a une compagnie que j'ai appelée pour participer au projet. Ci-dessous, tu as leur carte de visite. Passe un coup de fil à leur géologue qu'ils sachent sur quoi nous travaillons. Apparemment, ils sont vraiment très bons à ce qu'ils font. Encore plus de trucs à relever maintenant que pendant la lettre précédente. Déjà, comment ça, la créature a une gorge de plus de 548 mètres? Parce que Jim a pas atteint le fond, c'est juste un record, ça va beaucoup plus loin. Maintenant que j'y pense, mais putain, quel cauchemar. Ils étaient là à se frotter, à devoir s'enfoncer dans les muscles de cette bête gigantesque, dans ses organes, contre les parois de sa gorge et même contre ses os. Puis ouais, je pense que ce qui a dû faire tiquer une quantité astronomique de gens à ce stade de la vidéo, c'est la présence de bestioles gigantesques. Et je vous le dis,
vous allez péter un câble quand on passera au bestiaire. Au-delà du fait qu'elles soient géantes, elles sortent de la créature et de ses tréfonds. Imaginez-vous des germes qui, à cause des proportions faramineuses du monstre, sont comparables à la taille d'un coyote. Enfin, sur le dessin, la bestiole en question, on dirait surtout une fusion entre un cafard et un crabe. Une vision horrifique en somme, et vous allez découvrir toutes mes peurs au cours de mes vidéos, je crois bien. Enfin, il s'agit pas de peur, mais plutôt de dégoût. Mais du coup, moi, je suis vraiment pas un fan d'insectes. Au contraire d'ailleurs, ça a tendance à me dégoûter instantanément. Et si maintenant on paraît savoir quelques trucs, au vu de ce qui va suivre, je vous le dis, ça c'est vraiment rien. On peut noter aussi deux autres points, la visible découverte des lieux dans la presse et surtout l'accroissement du site. Là, Jim appelle carrément une compagnie très réputée pour venir aider sur les lieux, compagnie du nom de Anodyne, une compagnie minière qui, au-delà d'aider dans l'excavation, semble aussi offrir son savoir à l'aide d'un géologue. On comprend ainsi que d'une part, le lieu devient connu du grand public et que d'autre part, il se professionnalise. Dernièrement, je sais pas de combien de membres une équipe se compose, mais en un mois seulement, 3 équipes sont mortes. On ne sait pour l'instant ni trop comment elles ont pu être tuées, ni forcément par quoi, mais on aura des indices desquels on pourrait conclure les causes du décès. Non, c'est pas juste les bestioles le problème. À présent, on va devoir faire un bond de 2 ans pour continuer chronologiquement, puisque 2 ans après les faits que je viens de vous décrire, on a l'officielle sanctification des lieux. À présent, la fosse est un parc national à l'image de Yellowstone par exemple. On peut deviner que c'est devenu le cas à cause du public qui s'y intéressait de trop. La note précédente le sous-entendait très fortement, mais tout le monde voulait en savoir davantage sur ce parc, et évidemment, les autorités ont sûrement fini par être appelées sur les lieux, ce qui signifie qu'à présent, Jim n'est plus en charge et que le parc est ouvert à tout le monde. Je vous disais qu'on va devoir faire un bond de 2 ans, mais juste avant, j'aimerais vous partager ce à quoi ressemblaient les infrastructures en 1973, donc l'année de la découverte de la fosse, et c'est encore une fois juste impressionnant au possible. Je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble seulement 2 ans après, tandis que les autorités s'en sont chargées, et ça vous devez attendre un tout petit peu pour le voir. Ouais, je veux dire, développer un tel lieu et le rendre public, ça n'a aucun sens, mais on y reviendra. Parce que je veux, avant de passer à la section médias et infrastructures / fonctionnement et développement, traiter d'un article de journal et d'une lettre envoyée par Jim. L'article de journal date de 1975 et il a été écrit par Christopher Benham, et c'est la documentation la plus ancienne qui nous soit disponible d'une visite guidée au cœur du parc. Visite menée par Jim lui-même, et on apprend déjà pas mal de trucs sur le développement du site, et c'est super intéressant. Je vais noter les points clés de l'article parce que pour le coup il est très long. Débutons par annoncer qu'évidemment, de nouveaux records de profondeur ont été atteints, puisque le journaliste qui participait à la visite et qui a rédigé cet article dira qu'ils sont descendus avec un ascenseur à plusieurs centaines, voire milliers de mètres. A noter que précédemment leur record était de près de 600 mètres, ça semble s'être doublé, de même pour le développement du site. Ils ont à présent des ascenseurs qui permettent de descendre le long de la gorge de la bête. Ils finiront par sortir de l'ascenseur et le journaliste décrira ces lieux comme étant tout bonnement un enfer. Il s'en dégageait une humidité très peu agréable, une chaleur très élevée. Si ce n'est pour les lumières, il fait sombre au possible. Ils étaient alors complètement coupés du monde. Ils se déplaceront sur des muscles géants, des cavités béantes qu'ils ne sauraient même pas décrire. Ils longeront des artères, mais c'est pas tout, puisque Jim, qui est le guide, annoncera aux journalistes qu'ils ne sont qu'à 800 mètres sous la surface, et qu'ils pourraient largement continuer la descente. Cependant, sa phrase est coupée par la coupure du courant, ils sont plongés dans les ténèbres, l'ascenseur ne marche plus, et tout ce qu'ils ont, c'est une lampe torche. Cependant, et étonnamment, rien de bien méchant n'arrivera, mais Jim révélera des informations très pertinentes. Ils n'ont pas pu emprunter l'ascenseur de nouveau, et ainsi, ils devront remonter un autre chemin qui autrefois avait été installé par Jim et son équipe. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que pour établir ces chemins, ils ont dû se mettre dans une combinaison spéciale, comme on l'avait vu précédemment, et ils devaient se déplacer avec ces espèces de grosses tiges métalliques qui permettent en fait de garder les différents passages ouverts, puisque la créature peut avoir des espèces de spasmes musculaires et d'autres réactions incontrôlées, étant donné qu'à l'heure actuelle, elle est endormie. Sur leur chemin, ils passeront par des zones évidemment balisées à l'intérieur même de la bête, qui, pour certaines, portent déjà des noms. Il est notamment question de Septum Falls, un passage extrêmement étroit en zigzag à près de 60 mètres de profondeur, avec des parois organiques irrégulières et instables. Il y a un autre lieu qui nous est aussi décrit par lequel ils doivent remonter, appelé Thor's Ribcage, soit la cage thoracique de Thor, et cet endroit a été décrit comme encore plus dangereux que les Septum Falls, puisqu'il s'agit d'un énorme gouffre aux parois de chair nervurée qui s'écoule et pompe de façon plutôt régulière. Il parle d'un autre lieu, mais celui-là j'en traiterai davantage dans la partie infrastructure parce qu'il est horriblement particulier et il mérite d'être traité en profondeur. Il est troublant, disons. Les deux derniers points importants dont on doit parler, c'est de la découverte de toujours plus d'organismes qui semblent varier à ne plus en finir. En revanche, ils gardent un même dénominateur commun, celui
celui d'être anormalement grand. Jim raconte l'anecdote d'une fois où il était dans la Thor's Ribcage et où il a croisé le squelette de ce qu'il décrivait comme une espèce de sirène à l'allure monstrueuse. C'est un peu vague, mais la deuxième créature qu'il a rencontrée, c'est simple, c'était un pou de la taille d'un chat qui s'est enfoncé dans un orifice organique à la vue de Jim et de son équipe. C'est dégueulasse. Ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que les découvertes ainsi que l'accroissement des terrains disponibles et fréquentables au sein de la créature s'agrandissent extrêmement rapidement. Gumption, donc la ville la plus proche de Mystery Flash Pet National Park, c'est une vraie plaque tournante. Tout le monde y va pour se rendre au parc et tous ces articles de journaux et toutes ces publicités présentes au sein de la ville, ça ne fait que d'accroître la popularité des lieux. On peut même voir cette ouverture au grand public du parc dans l'évolution des panneaux de signalisation le concernant. Si à sa découverte en 1973, il y avait des avertissements quant à la privatisation de la zone par Anodyne, la compagnie qui travaille avec Jim et qui semble avoir un lien avec le gouvernement, seulement 3 ans après, en 76, le parc est vendu comme une attraction tout public. Il a même une mascotte, Caver Cooper, et l'indication de la présence de restaurants, de sites de camping et d'un amusement spécial pour papa et maman. Ça, on y reviendra aussi en temps voulu. C'est lié à ce lieu au sein de la bête duquel je souhaite pas encore parler maintenant. Sinon, il y a un truc que j'ai pas notifié sur le panneau de 73, cette indication-là. Le personnel ecclésiastique est prié de se rendre au campement du site rituel. Bon, là, ça veut rien dire. Je veux dire, dans le contexte des choses, mais le personnel ecclésiastique, il a quoi à voir avec ce truc? Qu'est-ce que l'église pourrait venir faire là? Souvenez-vous, je vous l'avais dit, il y a une couche de compréhension supplémentaire de surnaturel, au-delà même de la créature. En tout cas, avant de passer à l'établissement du parc, des diverses infrastructures et de parler plus vastement du développement de ce dernier, on va résumer la dernière lettre envoyée par Jim datant de 75, une lettre que Jim a envoyée des bureaux de l'entreprise Ferrari. Oui, Jim a percé, cette lettre étant à destination d'une femme du nom de Rachel Frost, travaillant pour une association écologique. Cette femme semble avoir pris part à la même visite guidée que le journaliste dont il était question précédemment, Christopher Benham, sauf qu'elle n'a pas rédigé un article. Non, elle a donné une interview au sujet du parc où elle l'a violemment bâché. Elle dit au sujet du groupe qu'ils sont sans cœur, qu'ils détruisent la plus grande découverte du XXe siècle pour leur propre profit. Elle fait circuler des rumeurs au sujet des projets du groupe, puisque dans son interview, elle dira que le prochain projet de grande envergure concernant Anodyne et Jim, c'est la création d'un centre commercial au sein même de la bête, non simplement à l'extérieur, non, à l'intérieur. Et comment dire, il est juste temps en fait de parler des infrastructures et du développement du parc. Toute cette partie de la vidéo va s'étendre de 1973 jusqu'aux années 80. Il n'y a plus vraiment d'ordre chronologique étant donné que les informations ne nous sont pas données dans un ordre chronologique de toute façon. Au début, c'est juste moi qui les ai rangées de cette manière, donc c'était un peu au feeling, pour que je sois pas trop brouillon non plus. Récapitulons brièvement. Une créature d'une taille inconnue est trouvée en 1973. Les recherches s'élargissent pour l'étudier, comprendre ce que c'est et potentiellement l'utiliser si elle a des ressources à offrir. Entre 1973 et 1975, le lieu devient public et devient un parc national en passant sous l'emprise des autorités. Suite à la présence trop élevée du site dans la presse locale, il devient alors un véritable lieu de consumérisme. Il a des restaurants, des auberges, des sites de camping tout autour de la bête et surtout, on peut l'explorer, cette bête. La ville de Gumption devient alors une plaque tournante et ne cesse de faire la pub du Mystery Flash Pet National Park, le décrivant comme un lieu accessible pour tous, enfants comme adultes, ayant même une mascotte. Bien, on va reprendre avec ce schéma qui nous décrit tout ce qui est présent au sein du parc. Il y a plusieurs trucs à noter. Déjà, cet énorme ascenseur, bon, on le savait déjà, mais à son sujet, en bas à droite, il y a une notice qui dit que Anodyne n'est pas responsable si qui que ce soit vient à mourir, à être blessé ou à perdre un objet sympathique. Autre truc absolument cauchemardesque, c'est que dans les activités décrites, il y a des espèces de rodéos et corridas avec quelques des bestioles trouvées au sein de la créature. La vision d'horreur, les pauvres enfants. Ensuite, comme vous le voyez sur cette photo, on a des espèces d'expositions de chair et plus vastement des expositions de tout ce qui est relié à la bête. Mais on a aussi des cabines qui nous font passer au-dessus de la bouche du monstre et qui nous donnent un excellent aperçu sur sa gorge, sans oublier évidemment le tourisme à l'intérieur même de la créature. D'ailleurs, en parlant du tourisme en intérieur, il y a ce gentil panneau qui nous avertit que si on s'aventure au-delà des chemins balisés, on peut rencontrer un environnement hostile puisqu'on est dans une créature vivante. Alors, sur l'image, le mec glisse dans les tréfonds de la bête, mais on peut aussi se faire assimiler. On y viendra. Tant qu'on est à l'intérieur, justement, parlons de ce qu'on peut concrètement y visiter, en débutant par la forêt chaude de bronches. Ouais, c'est un peu dégueulasse, on s'y attendait, et au cas où, les bronches, c'est ces deux tubes qui nous permettent d'amener de l'air dans nos poumons. Du coup, cette forêt, elle présente quelques particularités. C'est l'un de ces seuls lieux au sein de l'organisme qui peut se visiter sans équipement, étant donné que les températures y sont habitables, et que l'air qui est inhalé par la
bête produit un courant d'air frais dans un corps autrement extrêmement chaud. Autre particularité, les chemins de marche y sont très peu balisés. On peut ainsi techniquement s'y aventurer plus ou moins librement, mais la brochure nous avertit tout de même dans un premier temps en nous forçant à s'aventurer dans ces lieux accompagnés d'un ranger, mais pas seulement, puisqu'il y a cette phrase très rassurante. Beaucoup pensent qu'ils sont de bons randonneurs et qu'une randonnée dans une forêt de bronches est facile. Connais tes limites. Ce qui est extrêmement intéressant à noter, parce que ça nous donne des informations sur la taille de la bête, c'est qu'elle prend 6 mois pour compléter un seul cycle de respiration, soit pour inhaler et expirer. C'est absolument abusé. Logiquement, durant la phase d'expiration de la créature, la forêt de bronches est fermée. Le dioxyde de carbone qui s'en libère est beaucoup trop important et cause des températures extrêmes en plus d'exciter les créatures logeant dans cette forêt. Ça, c'est pour après. Notons juste avant de continuer que sur la légende, il y a partout une icône de téléphone, étant donné que oui, il y a des téléphones un peu partout, parce que c'est le seul moyen de communication disponible en cas de danger. Au sujet de ces téléphones, il est dit une chose, c'est qu'ils sont littéralement identifiés par les touristes comme étant des phares à cause de leur lumière bleue, qui peut guider les visiteurs dans le cas où il fait trop sombre, ou si jamais il y a une coupure de courant. Mais en plus de ça, le staff doit constamment maintenir ces téléphones opérationnels. Le problème n'est pas vraiment le téléphone en lui-même, c'est plutôt le risque de destruction du téléphone par un quelconque mouvement, spasme musculaire en provenance de la créature. Vous me demanderez évidemment pourquoi ils auraient besoin d'un téléphone. Ça, c'est à cause du bestiaire, mais c'est pour la prochaine section de la vidéo, comme je l'ai dit. En termes de lieux touristiques sympas que vous pouvez visiter aussi, qui vous fera vous sentir comme dans un village de campagne, c'est le Well of the Abhumans. En somme, un espèce de puits d'un diamètre d'1,2 mètre qui a été découvert par un petit groupe en 1980 qui installait des lignes téléphoniques. Alors, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le puits, heureusement j'ai envie de dire, parce qu'à sa découverte, il était rempli de méthanal, un composé organique que l'humain produit aussi, notamment de par son métabolisme. Ça se dégrade très rapidement au sein de notre organisme, et évidemment, c'est pas le cas avec cette chose parce qu'elle est juste gigantesque. Ils ont alors pompé tout le méthanal et après de longues heures de descente, ils sont tombés dans un lieu similaire à une espèce de vessie, mais c'est pas juste ça le problème, puisqu'ils ont trouvé 3 carcasses animales non identifiables qui avaient tout de même été assez bien conservées à cause du méthanal, mais aussi grâce à la présence d'une substance spongieuse partout autour d'eux. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait là d'humains, mais les résultats de l'analyse conclura que la densité osseuse ne correspondait pas à un homo sapiens. En attendant, ça correspondait à rien de ce qu'ils connaissaient non plus. Ils ont juste su dater la présence des carcasses dans l'organisme sans savoir de quel animal il s'agissait. L'un des 3 datait du 10e siècle après Jésus-Christ, tandis que l'autre datait de moins 35 000. Pour l'autre, il n'a pas su être daté, puisque ses os n'étaient plus que composés de plastique. Donc certes, le lieu n'est pas vraiment impressionnant, en revanche, de belles histoires y sont associées. Et puis, ça nous donne une petite idée quant à la datation de la créature. Pour moi, c'était assez évident qu'elle est là depuis un extrême long moment, que ce soit à cause de ce genre d'éléments, par exemple, de sa mention dans des rites chamaniques anciens, oui, ça j'y reviendrai plus tard, ou même à cause de son stade évolutif. Ce que j'entends par là, c'est qu'il me semble, et corrigez-moi du coup si je me trompe, que le lobe olfactif qui appartient au système limbique, c'est littéralement le premier truc qui s'est développé dans notre cerveau à cause de son importance. Après le tronc cérébral, évidemment, qui est la base de chaque espèce qui a pas juste un système nerveux minimal. En l'occurrence, cette créature et toutes celles qui l'habitent, vous le savez pas encore, donc je vais juste vous le révéler, et elles semblent toutes être aveugles. On pourrait par conséquent penser qu'elles ont juste pas évolué, ou pas évolué aussi vite, du moins, ou peut-être juste pas comme nous, et qu'elles sont bloquées entre guillemets dans le temps. On verra même l'exemple d'un animal qui a régressé entre guillemets dans l'évolution à cause de son contact avec la créature. Il y a un autre endroit super intéressant qui a vraiment un esprit familial qu'on peut visiter. Il s'agit du Circus Clown Christmas, une formation géologique à l'intérieur même de la créature qui est décrite par un panneau informatif comme ressemblant à un gâteau d'anniversaire super coloré et décoré avec un glaçage rayonnant par-dessus, qui n'est en vérité pas si festif. Puisque maintenant je vais vous raconter l'histoire de la formation de cette œuvre géologique. Pour ça, on doit revenir en 1976 lors de la performance d'un groupe de clowns au sein du parc. Tout se passait bien, mis à part le fait qu'ils réalisaient leur performance juste au-dessus de la bouche de la créature, qui, je pense, n'est pas si difficilement déchiffrable comme étant un problème majeur. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Pendant leur performance, tout le groupe tombera dans la bouche de la créature. Alors certes, quand ils sont tombés et qu'ils ont atterri, ils n'ont pas été tués à cause de la douceur entre guillemets des tissus musculaires sur lesquels ils ont subi l'impact. En revanche, ils n'ont pas été chanceux non plus, puisqu'un pli épiglottal, c'est donc dans la gorge de la bête, s'est ouvert et ils sont tombés dedans. Sauf qu'auparavant, personne n'avait jamais exploré l'épiglotte de cette bête et par conséquent, elle n'était pas balisée, encore moins ce pli. Et plus important encore, on n'avait aucune information sur ce qu'il y avait à l'intérieur par conséquent. Il y a évidemment un énorme groupe de recherche qui a été envoyé et plusieurs heures après la chute, le groupe en question a été retrouvé. Je parle de ceux qui réalisaient la performance dans une cavité digestive. Et les 50 performeurs amalgamés, en train d'être digérés tandis qu'ils hurlaient frénétiquement que malgré leur littérale fusion,
Ils essayaient tous de se débattre. C'est atroce, vraiment. En tout cas, fin mot de l'histoire, le groupe de recherche a essayé de les sauver avec un espèce de spray ridicule qui n'a évidemment pas fonctionné. Ils ont juste décidé de les laisser là. Et ils ont fini par être calcifiés. Vous avez ici l'histoire du Circus Clown Christmas. Le panneau nous rappelle que même si c'est effrayamment beau, d'une certaine manière, c'est un monument qui est censé nous rappeler l'importance de suivre les panneaux d'indication et les consignes. Alors, je vois pas ce qu'il y a de beau et j'espère que vous ne voyez pas ce qu'il y a de beau. C'est juste effrayant et répugnant. Parlant de panneaux, on en a qui nous mettent bien mal à l'aise, en commençant par celui-ci que je vais me contenter de vous traduire. Sismique rouge, t'entends ça? Les sons profonds et rythmiques que tu entends tout à travers le Mystery Flash Pit National Park sont les résultats de processus biologiques particulièrement complexes. Les systèmes circulatoires absolument massifs de ce super-organisme qui vont jusqu'à des cœurs géothermiques distants et titanesques couplés avec les sons de structures osseuses changeantes créent un constant hum avec des basses fréquences que les scientifiques ont appelées fréquences sismiques rouges. Les scientifiques mènent activement des recherches au sujet de ces sismiques rouges pour en apprendre davantage sur le super-organisme. C'est comme un médecin avec un stéthoscope. Si de prime abord c'est déconcertant, beaucoup de ceux qui travaillent ici pendant de longues périodes déclarent que la constance du son est réconfortante. Écoute ton propre battement de cœur. Tu entends les similitudes? Je trouve ça abominable, l'idée qu'ils finissent par trouver ça réconfortant parce que clairement ça l'est pas. D'ailleurs, vous allez voir plus concrètement par la suite que la créature, elle a vraiment une influence sur les autres organismes à différents degrés. Pour continuer avec quelques panneaux avant de revenir aux infrastructures, parlons brièvement de celui qui dit « Un contact prolongé entre la peau et des tissus nerveux peut donner pour résultat l'augmentation de la perception de couleur. Cet effet n'est que temporaire et se dissipe généralement après 8 ou 10 heures. » Ça me donne cette impression d'assimilation, parce que évidemment ça se voit mais il y a une inspiration de The Thing, et justement dans ce film, l'alien peut assimiler les humains par un simple contact, en prenant contrôle de ses cellules jusqu'à les assimiler entièrement. Ainsi, il semblerait que dans ce cas, nous absorberions de ces cellules et développerions certaines de ses capacités. Ce prochain panneau fait brièvement écho à ce qui est arrivé avec les 50 clowns, puisqu'un peu partout, on a des avertissements quant à différents plis qui peuvent spontanément s'ouvrir. Ici en l'occurrence, il s'agit de plis des muqueuses respiratoires qui ne sont pas marqués, évidemment, et du coup vous pouvez vous faire enfermer dans l'un de ces plis, sans que personne ne sache ni où vous êtes, ni même ce qu'il y a à l'intérieur des plis en question. On peut, pour finir avec les panneaux avant de parler du reste des infrastructures et du développement du parc, mentionner celui-ci qui, une énième fois, met mal à l'aise. Voyage au-delà de l'inconnu et prépare-toi pour un monde de cauchemars et de rêves. Recherche les beautés du cosmos de chair. Admire dans le miroir des profondeurs et trouve des réponses dans les bruits, les odeurs, dans des panoramas et des sons macabres et fantastiques. Tous tes vieux doutes vont peut-être refaire surface. Nous serons à tes côtés tout du long. Il s'agit d'un panneau d'indication quant au bureau d'information, et concrètement, ça fait un parallèle notable avec ce que Jim disait, qu'il allait au fond pour essayer de trouver une bonté en lui, que c'est peut-être ce truc-là la réponse. On va devoir attendre les conclusions. Cependant, notons un truc. Une phrase en bas du panneau, le bureau d'information se situe au 5e étage du centre de visite inférieur. Quel 5e étage ? Quel centre de visite inférieur? C'est de ça dont on parle. Madame Frost, la militante écologique, avait raison. Ils ont ouvert un centre commercial à l'intérieur même de la gorge de l'organisme, de 14 étages. Alors, à l'intérieur, il y a tout, hein. Ça va des musées à divers bureaux, à des restaurants, à des hubs, absolument tout. Et ils ont construit ça comme vraiment le futur de Mystery Flash Pit National Park. Ça a pris 8 ans et ils veulent que ce soit ça, l'attraction entre guillemets majeure, que les gens ne restent plus à la surface, mais qu'ils descendent ici-bas. Puisqu'ils ont tout fait pour que même les plus peureux aient constamment envie de revenir. La structure est faite de telle sorte à résister à toute éventualité. Les matériaux sont résistants aux acides gastriques de l'organisme. Les énormes barres métalliques empêchent les contractions et spasmes musculaires. Et dans tous les cas, le verre ainsi que le métal utilisé y résisterait. Tout ça, c'est en théorie, parce qu'il y a peut-être eu de petits problèmes le 4 juillet 2007. Alors, deux autres trucs intéressants à noter, c'est déjà qu'il faut 20 minutes avec l'ascenseur pour arriver au premier étage du centre. Oui, c'est à ce point. Mais surtout, il y a encore une fois une mention religieuse, puisqu'au 9e étage, il y a une chapelle. Il y a aussi ce cliché très sympathique de deux jeunes hommes qui se baladent dans les compartiments complètement fermés à l'intérieur de la bête, qui permettait une accessibilité à tout type de personnes avec tout type de conditions. Alors à présent, j'aimerais en venir à ce que je vous avais caché. Si vous vous souvenez bien, quand on parlait de l'article de journal au sujet de la visite guidée menée par Jim, je vous avais raconté ces anecdotes concernant Septum Falls, espèce de chemin en zigzag avec des parois musculaires très peu régulières, et je vous avais parlé de Thor's Rib Cage, les parois nervurées qui se pompent assez rythmiquement. Mais Jim, il était tombé sur autre chose, qui aujourd'hui, du moins dans les années 80, est l'attraction inévitable. C'est ce qui centralise vraiment tout le monde. Et vous allez voir, c'est horrible. Je trouve vraiment ça m'horripile très fort. Parlons des horribles sources thermales amniotiques, au cas où le liquide amniotique est celui dans lequel baigne l'embryon, pour vous donner la couleur de ce que vous vous apprêtez à voir. Alors en soit, sur la brochure, il est précisé que c'est appelé comme ça, mais qu'il s'agirait pas véritablement de liquide amniotique, mais plutôt d'un liquide régulateur au sein du système endocrinien de l'organisme. Donc oui, on est dans son système
système endocrinien. Et justement, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs bains, tous présentent une concentration très différente qui est montrée par ce schéma. Et justement, je vais vous décrire tout ça. Alors, le bain principal qui a la concentration la moins élevée présente des effets soi-disant très agréables, étant donné qu'on se sentirait légèrement euphorique, que la température y serait très bonne et que surtout, ce bain est activement utilisé pour guérir des gens de tout type de maladies. Il ralentit le vieillissement, protège contre des maladies neurodégénératives, peut même les soigner, oui, à ce point. Il combat le cancer, les problèmes osseux, c'est en soi un remède objectivement exceptionnel. On peut dire des effets très similaires du Regia Bath, du Lightis Bath et du Gracia Bath, sauf que ces trois-ci présenteraient des effets plus forts. Et justement, le Gracia Bath est à la frontière d'autres bienfaits provoqués par ces liquides, notamment les effets aphrodisiaques qu'ils produisent. Donc plus on descend, plus cet effet aphrodisiaque et euphorique pète tous les scores. Et il est dit que les personnes qui ont des rapports, disons, à l'intérieur de ces bains qui présentent de hautes concentrations en liquide, développent une profonde attache émotionnelle. C'est bien pour ça que le dernier bain est appelé Libido Bath. D'ailleurs, si on descend dans le schéma, en franchissant cette ligne verte, on est invité à consulter un physicien pré-entré dans les bains. Et si on franchit la ligne jaune, on est invité à consulter des autorités religieuses, mystiques ou sexuelles. L'autre truc qui m'a bien dégoûté sa race, c'est la présence de cette petite cavité dans le Veribus Bath, une cavité sans liquide qui apparemment nous permettrait d'expérimenter de la façon plus traditionnelle, disons. Vous avez compris. On reviendra sur les utilisations concrètes de ce liquide dans une prochaine section de la vidéo. Vous vous doutez bien qu'Anodyne ne laisserait pas passer un tel filon. Il y a énormément d'argent à se faire en exploitant ces termes. Alors, j'ai parlé du développement du parc et des diverses infrastructures. À présent, il est temps de parler d'un sujet un peu moins sympathique, disons. On va traiter du bestiaire, tout en traitant indirectement de ce super organisme. Ensuite, on traitera de ce qu'ils font concrètement de cet organisme, et on finira par parler de certains incidents, ainsi que de ce qu'est véritablement cette bête. Alors, plus tôt, je vous avais parlé d'un animal qui, en entrant en contact avec le super-organisme, avait comme régressé. C'est de celui-ci dont on va parler en premier. On a sous les yeux ce qui arrive à une fouine qui pénètre au sein du super-organisme, puisqu'en pénétrant l'un de ses orifices, pour être plus précis, la descendance plus fine de l'animal parvenait à mieux se faufiler entre diverses parties de l'organisme. Ainsi, c'est ces espèces plus fines qui ont subsisté. Or, son prochain stade d'évolution est complètement méconnaissable déjà. L'animal est devenu aveugle, imberbe et sans dents, à cause des milieux toxiques dans lesquels il traînait fréquemment. Ses dents ne lui sont plus utiles, puisqu'il se nourrit à ce stade exclusivement des liquides relâchés par le super-organisme. Et puis on a ces deux ultimes stades. Il ne s'agit que d'un amas d'organes, puisque cette méthode de manger a complètement atrophié ses muscles et ses os. Il a totalement perdu ses yeux, qui ne sont plus que des organes vestigiaux. Donc concrètement, ce que ce truc fait, c'est qu'il se loge dans de toutes petites cavités présentes au sein du super-organisme, et il suce tout ce qu'il peut sucer depuis sa toute petite cavité. Et il peut se le permettre, puisque son métabolisme, à cause de la perte de tous ses muscles et de la plupart de ses organes, fonctionne extrêmement lentement. On peut maintenant passer à une autre bête bien dégueulasse du nom de Chaetoderma repens. Voici ce qui est dit à son sujet. Ces mollusques tubulaires semblables à une palourde ou à une moule sans coquille peuvent atteindre une longueur de 2 mètres et sont équipés de 2 proboscises muqueuses rétractables qui se ramifient en plusieurs milliers de tubes microscopiques. Ces petits tubes qui sont capables de pénétrer des tissus les plus denses en trouvant des fractures microscopiques dans leur structure absorbent le liquide humide dont la sangsue se nourrit. La Chaetoderma repens ou l'aquifer leech se trouve généralement dans des environnements aquatiques bien oxygénés à l'intérieur de la bête, tels que les poches humides et les vessies d'eau. Elles habitent les substrats mous et poreux de ces environnements aquatiques, formant souvent de grandes agrégations pour se nourrir de matières organiques riches en nutriments en suspension dans l'eau. L'aquifer leech assure également un service écologique important, car elle contribue à aérer et nettoyer le substrat de ces masses aquatiques en consommant des matières organiques et en rejetant de l'eau claire et pure dans le processus. Outre leur importance écologique, ces espèces ont été utilisées pour traiter l'eau jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau de pureté extrêmement élevé, ce qui nécessite beaucoup moins d'énergie qu'une usine de dessalement plus traditionnelle. En outre, sa trompe muqueuse est utilisée dans la recherche médicale pour étudier le système vasculaire humain et sa réaction à diverses conditions. Bon, ça aussi c'est juste horrible de se dire que l'eau qui doit être utilisée à Gumption provient ultimement de ces créatures cauchemardesques, et d'ailleurs ça peut très bien s'appliquer à d'autres villes que Gumption, sans oublier que c'est des sangsues de 2 mètres et qui ont des proboscises qui peuvent pénétrer votre squelette et littéralement vous sucer de l'intérieur et vous assécher. Mais c'est pas fini, non, il y a plein d'autres trucs super sympas, notamment ce schéma qui va en faire crisper plus d'un, et ça j'en suis sûr parce que moi, il m'a un peu trop crispé. Attendez juste. On va noter que ce petit schéma sympathique a été réalisé pour les universités, les écoles et le bureau d'information pour offrir une représentation aussi précise que possible de tous les organismes qui parasitent le super-organisme. Bien, mais au sujet de ce schéma, il est aussi dit que les tailles sont en relation avec les autres organismes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, l'abyssal
copépode ou sopépode au milieu. Je vous le dis parce que c'est marqué sur une autre brochure, mais il fait 6 mètres. Et il mange des gens. Si ce truc fait 6 mètres, même le plus petit des bestiaux sur ce schéma est absolument colossal. Par exemple, cet acarien osseux, il doit être un peu plus petit qu'un chat. Parce que, souvenez-vous, Jim avait vu un pou de la taille d'un chat, et un acarien, du moins, je pense que c'est plus petit qu'un pou. Donc ça doit pas être bien plus petit qu'un chat. Ensuite, on a les dessins du A, B, C, D, E, F et G, qui doivent aussi faire la taille à peu près d'un chat. Et c'est juste censé être des bactéries qui vivent au sein même du super-organisme. Mais on aura des précisions quant à la taille véridique de certaines bactéries. Sans oublier certains des autres dessins absolument cauchemardesques, hormis l'abyssal copépode qui fait 6 mètres. On a aussi le Venus Shamble qui ressemble à une espèce de pieuvre avec de longues racines ou de longs poils. Le Shrieking Cloistropod aussi qui dans les grandes lignes m'a rappelé Cacturne mais qui ressemble à une amalgame de fruits à coque et de légumes en tout genre, notamment aux patates qui ont ce genre d'excroissance. Le Greater Ballast Siren aussi on dirait juste une créature cosmique et je saurais pas trop le décrire davantage mais rendez-vous compte que ça doit faire la taille d'un homme moyen, ce truc. Sans oublier les deux derniers, le Stringing Triocante, qui semble pouvoir voler, du moins on dirait qu'il a des ailes, et il a ces deux espèces d'antennes qui en vérité pourraient même être des sortes de bras. Et pour finir, un autre qui est absolument immonde, le Lesser Sopépode, ou copépode, je sais pas comment on dit, soit littéralement un moindre copépode, avec sa forme de langouste qui a d'immenses antennes ou pattes. J'arrête ici pour le schéma parce qu'il n'y a plus de dessin, mais on va continuer avec les horreurs. Pour continuer justement ce musée des horreurs, on va se pencher sur la brochure qui traitait de la forêt des bronches. Je vous avais caché les 3 espèces qu'on pouvait y rencontrer, dont 2 qui nous sont inconnues, mais qui sont plus ou moins tranquilles, du moins on dirait. Pour la première, il s'agit du Pneumokai, une créature qui ressemble beaucoup à un animal que nous on connaît dans notre vraie vie. J'ai pas trouvé son nom, même après des recherches intensives, mais c'est un petit truc avec ce qui semble être plein de pattes, qui est souvent coloré et bleu, qui vit dans les mers d'Australie et qui est extrêmement vénéneux. Si vous trouvez le nom, n'hésitez absolument pas à me le dire en commentaire. Sur l'image, on voit qu'il se pose sur le bras d'un visiteur, mais il s'agirait là d'une créature inoffensive. Ensuite, on a au sein de la forêt plusieurs colonies de champignons fluorescents, rien de bien intéressant. Par contre, on a aussi une créature qu'on a déjà croisée sur le schéma, Macrobactérie, qui est véritablement énorme. 4 mètres pour vous dire. Et qui, avec ses petits appendices sensoriels, cherche à repérer de la nourriture. Malheureusement, on sait pas trop ce qui est entendu par la nourriture, donc ça pourrait très bien être nous, et ce serait tout sauf étonnant. Parlons d'une autre fiche très similaire à celle au sujet de la fouine qu'on avait vue au tout début du segment. Cette fois-ci, elle traite du Mesoglil Tridecapode, qui pour la 20e fois est une vision glaçante. Bon, je vais pas vous décrire tout leur processus de reproduction parce que vous allez vomir. On va traiter des grandes lignes. Déjà, et notamment, elles sont extrêmement passives, ne s'attaquent d'ailleurs du coup jamais à l'homme. Elles ont 13 jambes et se nourrissent en plantant leur tête dans les artères du super-organisme. Elles font alors une incision et absorbent le sang tout en le filtrant. Elles relâchent le sang non bu, donc non filtré, dans les artères. Depuis l'installation de plusieurs lignes électriques, leur taux de mortalité a augmenté considérablement parce qu'elles ont tendance à prendre ces lignes électriques pour des artères. Et j'ai envie de dire bien fait. Elles fonctionnent par cycle ainsi qu'en colonie, en somme. Voilà tous les points clés. On va passer au fichier principal concernant le bestiaire de Mystery Flash Pet National Park, fichier distribué à tout arrivant qui doit le lire et qui, en plus de ça, doit visionner une brève vidéo de 3 minutes sur le sujet, c'est-à-dire la faune et la flore, ainsi que ses dangers. Le fichier commence par nous avertir bonnement et simplement que le parc peut être la destination qu'on va adorer, tout comme elle peut être notre dernière destination si on ne fait pas attention aux mystères environnants. Le fichier nous rappelle aussi de rester calme en toute situation et qu'il s'agit là du meilleur moyen de rester en vie, que la faune serait tout aussi terrifiée de nous que nous d'elle, et il ajoute une nouvelle fois, comme ça avait été rendu clair, que certes le parc veut vous aider, mais qu'ultimement vous êtes le seul maître de ce qui va vous arriver au sein du parc. S'ensuit la présentation de 4 organismes rencontrés les plus fréquemment, en débutant par les champignons qui sont un peu partout, mais plus particulièrement près des thermes amniotiques. Leurs spores sont toxiques pour les humains et fréquemment le staff doit se charger de détruire certaines colonies. Elles essayent fréquemment de s'installer sur des parties du parc à haute densité humaine. Par la suite, nous est présenté quelque chose qu'on a en soi déjà vu dans l'une des histoires du parc, la faune de surface composée, comme elle est appelée, est une espèce, enfin je sais pas si on peut dire une espèce, en tout cas, c'est une agglomération de tout un tas d'organismes. Typiquement, il se peut que la faune du super-organisme tue des gens, que ce soit à la surface, donc en dehors du super-organisme ou à l'intérieur, et que la faune ramène les cadavres au sein de la bête où elle les consommera. Mais il se peut aussi que les gens ou les animaux survivent, et ce qui se passera alors, c'est qu'ils entreront dans un processus d'amalgamation avec d'autres animaux ou d'autres personnes, où tous ces êtres vivants fusionnent
fusionnent et où l'entièreté de leur composition corporelle change. Leurs organes, par exemple, eux, se relocalisent. Mais généralement, l'agglomération est tellement brute et insensée que ces organismes ne tiennent au mieux que quelques heures. Si on en croise, on est d'ailleurs invité à ne pas les nourrir pour ne pas prolonger leur souffrance. On en arrive aux macrobactéries qu'on connaît. Ce qu'on apprend à leur sujet, c'est qu'elles se déplacent en colonies et qu'elles sont généralement passives vis-à-vis des humains, mais qu'elles peuvent se montrer agressives car extrêmement territoriales et elles tuent les humains par suffocation ou par bifurcation caustique. Et dernièrement, c'est malheureux, mais on retrouve les copépodes abyssaux. On apprend d'eux qu'ils sont parmi les seuls de toute la faune du Mystery Flash Pit National Park à devoir se nourrir d'autres organismes, d'où le fait que malgré leur habitation dans les profondeurs du superorganisme, parfois ces monstres ressortent pour chasser ce qu'ils peuvent trouver à la surface. Ils ont d'ailleurs une peau en chitine comme tous les insectes, mais ils produisent un liquide similaire à de la cire qui leur permet de littéralement glisser sur les parois du superorganisme. Donc concrètement, ces trucs à l'intérieur du superorganisme, du moins, ils doivent être extrêmement rapides. Donc oui, les copépodes abyssaux, ils vivent à des profondeurs extrêmes. Mais est-ce que ce serait le seul truc d'une taille absolument titanesque qu'on pourrait trouver dans la créature? Parce que techniquement, du moins, on pourrait s'imaginer que plus on descend, plus ce qui doit s'y trouver doit être incomparable à tout ce qu'on connaît. Un peu comme le fonctionnement de nos abysses. Bah, on a des données justement géologiques intéressantes en rapport au superorganisme, puisque ce schéma nous représente un rapport sur diverses composantes de la créature. Déjà, on peut noter que la profondeur maximale atteinte est de 36 km, ce qui ne fait absolument aucun sens, et évidemment, ça doit aller bien plus profondément que ça. Pour vous faire une idée, c'est un peu plus de 4 monts Everest empilés les uns sur les autres. On peut voir que les barres sont découpées en 3 parties, ou du moins elles peuvent l'être. La partie pleinement blanche représente des tissus exotiques, j'imagine que c'est des tissus qui ont une composition très différente de ce que nous on connaît. Par la suite, il y a la partie blanchâtre grisée qui, elle, représente des tissus nominaux. Je dirais que c'est des tissus plus classiques, tandis que la partie noire, elle, représente des strates purement géologiques. Ce qui est intéressant, c'est le manque assez clair de tissus exotiques sur le schéma, puisqu'on pourrait s'attendre à ne littéralement que trouver ça, des tissus exotiques, sauf que non, peut-être que cet organisme massif est bien plus proche de nous que ce que nous pensons. On a aussi ce schéma qui nous donne un grand aperçu sur la créature, notamment sa composition corporelle et ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. À noter que ce schéma est un document assez jeune des débuts des explorations. Notons plusieurs endroits intéressants. Déjà le fond du village, mais aussi le goulot de sable, qui sont deux parties du corps qui ne nous ont pas été données d'explorer, et surtout, il y a même une partie appelée la faute de Dieu, particulièrement intrigante, mais on n'a aucune information supplémentaire. Enfin, on a une autre carte qui montre plus en détail l'entièreté de la partie interne du parc, et on a une vue bien plus concise et nette sur le fond du village qui, de par sa forme et sa couleur, semble très différent de tous les autres organes. Vous savez aussi ce qui est très différent d'ailleurs de ce que nous on connaît? Certains des produits qui existent depuis qu'Anodyne exploite cette créature. Ils ont révolutionné énormément de secteurs et ont carrément créé des trucs. C'est simple, Anodyne est sur tous les marchés et est le leader de tous les marchés. Penchons-nous à présent sur quelques-unes de leurs magnifiques et ragoûtantes inventions. Bon, ils reviennent les liquides amniotiques ou les liquides endocriniens. Ils sont utilisés et vendus sous tellement de formats, c'est trop terrible. Donc déjà, il y a des piscines qui sont vendues avec des bouteilles de fluide qu'on peut du coup, avec une machine, faire passer dans l'eau de la piscine. Je vous rappelle les effets très brièvement. Il s'agit surtout d'effets récréatifs, notamment des effets aphrodisiaques et des effets qui provoquent de l'euphorie. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer dans ces piscines. Ensuite, c'est évidemment utilisé dans le milieu médical à cause de tous ses bienfaits, tant pour traiter des problèmes mineurs que majeurs, mais surtout, c'est vachement utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Débutons par le cas de la canette Coca-Cola Heartthrob qui a été commercialisée pour la première fois pour la Saint-Valentin de 1985, mais qui était tellement appréciée qu'un an seulement après sa commercialisation de base limitée, elle est restée de manière permanente. Vous en doutez, si c'est sorti pour la Saint-Valentin et que ça use du liquide amniotique, cette canette de Coca-Cola provoquait des effets aphrodisiaques et générait une sorte d'euphorie. Son goût a été décrit d'ailleurs comme étant sucré comme du sirop avec des touches d'eau de rose. Oui, ça va jusque là. Le problème étant que c'est pas le seul aliment qu'on consomme qui comporte des traces significatives de liquide endocrinien en provenance d'une bête d'une taille gigantesque pour vous le rappeler, car même les McFlurry ont ce liquide dans leurs recettes, sans oublier de citer certains alcools qui en usent pour accentuer ce sentiment de relâchement. Mais c'est pas tout, le ménager et l'agroalimentaire ça suffit pas. Anodyne se crée une place dans le marché des produits nettoyants, des crèmes et de la machinerie. Ils ont en effet, et c'est pas explicite quant à ce qu'il s'agit réellement, une crème jaune pour le visage, une crème bleue
bleu pour nettoyer la maison qui reviendra, et une crème verte pour s'occuper de tout type de machinerie. Un autre domaine dans lequel ils sont parfaitement bien impliqués, et c'est sûrement d'ailleurs celui dans lequel ils ont fait le plus d'avancées, le domaine technologique avec leurs ordinateurs qui, au lieu d'utiliser des fils traditionnels, usent de nerfs extraits du superorganisme en tant que composant essentiel. C'est simple, l'ordinateur est le plus rapide et efficace de l'époque, et il est dit à son sujet qu'il a plusieurs siècles d'avance sur ce qui est établi dans le marché actuellement et sur ce qui sera établi dans le marché au futur. N'oublions pas le secteur automobile où ils ont su créer des chefs-d'œuvre à la pointe de la technologie à nouveau, que ce soit donc dans le but d'excavation pour fouiller davantage de la créature ou simplement pour un futur usage quotidien. On peut confirmer qu'Anodyne et le gouvernement qui évidemment est sur le coup aussi, comme le montre ce traité, se sont fait des milliards de dollars non seulement avec le parc le plus intrigant du monde, mais aussi avec tous ces produits dérivés du superorganisme. À ce sujet, on a le témoignage d'un ancien mineur, et je parle bien là du métier, dans le Mystery Flash Pit National Park, et on va relever tout ce qu'il y a de plus intéressant au sujet de son témoignage, en commençant par la mention d'un tissu bleu très prisé par les industriels, sans aucun doute le même que celui mentionné pour les produits nettoyants. En revanche, on sait toujours pas vraiment ce que c'est. Il y a aussi ce qu'ils appellent les perles, soit d'énormes boules uniformes et extrêmement lisses qui revêtissent une sorte de couche brillante et scintillante, qui se trouvent à des profondeurs infernales et pour lesquelles ils devaient littéralement se battre contre le corps du superorganisme. Ils devaient couper à travers des kilomètres et des kilomètres de tissu musculaire, d'artères, d'eau, et notons juste qu'elles font entre 60 cm et 4 mètres et demi de largeur. Sans oublier la mention de masse osseuse noire, mais là encore, il n'y a pas forcément de précision. D'ailleurs, pour ces énormes boules, il n'y a pas forcément de précision non plus quant à leurs utilisations. On se doute que c'est simplement des espèces de collectibles. Passons pour l'avant-dernière section de cette vidéo à l'incident et à tout ce qui l'a précédé. Ici, je parle bien de l'incident du 4 juillet 2007 qui fermera définitivement les portes au parc du Mystery Flash Pit National Park. Évidemment, et ça allait de soi, mais comme on l'avait vu avec les Mexicains sur le site initial, il y a vraisemblablement des gens parfaitement sensés qui sont contre le développement du parc. Par exemple, cette carte d'un avocat qui combat activement le parc et donc indirectement Anodyne, puisqu'il prend en charge des cas de personnes blessées dans l'enceinte du parc et essaye d'accuser d'une quelconque façon les détenteurs du parc. Sauf que, évidemment, c'est un peu compliqué parce que les détenteurs du parc rappellent constamment qu'on est les seuls responsables de ce qui va nous arriver. Il y a aussi la convention de l'église baptiste, qui est une dénomination chrétienne protestante, qui s'y oppose publiquement, disant au sujet de ce tunnel qu'il s'agit d'une entre droit vers le diable, qu'il s'agirait peut-être là de la bête prédite dans le livre de l'Apocalypse, et chose à noter, il représente sur l'affiche la fosse exactement comme les 9 couches de l'enfer de Dante. D'ailleurs, je ferai d'ici peu une vidéo à ce sujet. Je vous préviens juste. Donc même si l'opinion générale du public quant au parc semble être majoritairement positive au vu de la quantité de visiteurs et à l'expansion massive du parc, il y a tout de même un semblant de gens qui s'y opposent. Malheureusement, le gouvernement détient les lieux, donc ils peuvent difficilement y faire quoi que ce soit. Pour qu'un changement opère, il faudra attendre une catastrophe d'ampleur colossale. Avant ça, j'aimerais vous montrer 2-3 trucs sympas que je savais pas vraiment où placer. Donc déjà, il y a cette carte appartenant à une femme non identifiée qui est complètement abîmée. Donc soit cette femme a été tuée, du moins c'est ce qu'on peut penser, soit on a simplement retrouvé cette carte après l'incident du 4 juillet. On peut voir qu'elle faisait partie du programme de travailleurs issus de l'immigration et que c'était une ouvrière. Il y a aussi ce petit pendentif pour prier qu'utilisait un ouvrier. Je vais pas vous lire la prière, même si elle est très belle, parce qu'en français ça retranscrit pas toutes les rimes comme il le faut. Il y a autre chose d'ailleurs dont je veux parler, que je n'ai jamais mentionné jusqu'ici, c'est les différentes questions qui ont été posées au créateur du site qui répertorie toutes ces images, brochures, etc. et qui a tout créé, parce qu'il y en a qui sont super intéressantes. Voici ma sélection des questions-réponses les plus intéressantes. Pendant que le parc était encore ouvert, quelqu'un a-t-il déjà essayé de manger des parties de la créature? Je sais qu'ils boivent le liquide, mais qu'en est-il de la viande? C'est une question étonnamment fréquente pendant la période d'utilisation du parc, et oui, comme une panoplie d'autres tests matériels et biologiques effectués lors de la découverte du Mystery Flash Pit National Park, des échantillons de tissus ont été cuits et mangés. Les personnes qui ont effectué ces essais spontanés, pour la plupart des travailleurs de terrain, ont rapporté que les muscles avaient généralement un goût de gibier très désagréable et qu'ils étaient par ailleurs très tendres. D'autres tissus tels que les poumons, les nerfs, les dépôts digestifs et ceux de graisse avaient un goût et une texture similaires à ceux des abats, et donc pour ces raisons, la consommation des tissus du superorganisme a été et continue d'être considérée comme une mauvaise pratique, qui ne vaut pas la peine d'être pratiquée. Toutefois, de nombreux randonneurs et d'anciens employés du service de pêche et de la faune ont déclaré que certaines des espèces d'invertébrés de moindre importance et non venimeuses présentes dans la fosse sont excellentes une fois cuites à la vapeur et servies avec du beurre. Je pense que j'ai pas besoin de développer quant à l'horreur que vous venez d'entendre. Combien de temps quelqu'un peut-il vivre dans la fosse, à long terme? Les preuves archéologiques d'activité humaine préhistorique
historiques dans la fosse ont conduit les scientifiques à supposer qu'une habitation à long terme dans l'anatomie de la fosse est possible, mais improbable. En l'absence de technologie et d'outils modernes, tout être humain vivant à long terme dans les entrailles du superorganisme devrait, pour survivre, s'adapter à l'obscurité perpétuelle, à l'oxygène insuffisant, à la chaleur constante et à l'humidité élevée, ainsi qu'à un environnement de chair en perpétuel changement. Sur des centaines de générations, si l'on ajoute à cela les effets à long terme mal connus de la consommation de liquide amniotique, il est tout à fait possible que les humains adaptés à ce mode de vie soient fondamentalement différents des humains modernes. Ça nous rappelle immédiatement les différences radicales qu'ont subies les fouines après s'être aventurés à l'intérieur de la fosse. Ainsi, cette dernière phrase est clairement terrifiante, mais je serais tellement curieux de savoir à quoi un humain évoluant dans ces conditions ressemblerait. Quelles sont les informations dont nous disposons sur les pratiques rituelles précolombiennes centrées sur la fosse? Ces recherches ont-elles pu se poursuivre après la fermeture du site? L'étendue de nos connaissances sur les relations entre les cultures précolombiennes et la fosse repose en grande partie sur les quelques documents accessibles au public concernant les ruines jouxtant l'orifice d'entrée. D'après ce que nous savons, il est certain que les cultures locales et ou anciennes avaient une compréhension avancée du superorganisme. Tout de même, on ne sait pas comment cette conscience s'est manifestée. Certains chercheurs supposent que la fosse a pu être un lieu de culte, avec éventuellement des offrandes sacrificielles, mais aucune preuve de l'existence de cultures anciennes descendant dans la fosse n'a jamais été trouvée. Et cela n'exclut définitivement pas l'existence d'expéditions précolombiennes. La découverte inattendue d'armures espagnoles datant du début de la période coloniale dans le gouffre de sable semble réfuter l'idée répandue selon laquelle une technologie complexe est nécessaire pour descendre au moins aussi loin dans le gouffre. Vous l'avez compris avec cette réponse, elle est là, toute la deuxième dimension du paranormal en relation avec la fosse et cette créature quelle qu'elle soit. Les Amérindiens priaient ou du moins sacrifiaient pour cette bête. Vous avez dit que certaines personnes ont été retrouvées dans les amalgames. Combien de personnes ont été extraites avec succès? Certaines sont-elles encore en vie? Bien que l'HIPAA et d'autres réglementations similaires m'empêchent de savoir exactement combien de personnes ont souffert d'amalgame, on estime que moins d'une demi-douzaine d'entre elles ont survécu au processus de traitement jusqu'à la guérison. Mais le mot guérison est ici mal choisi. Le traitement mis au point en collaboration par le Baylor Medical Center et l'Anodyne Corporation dépendait fortement de la nature de l'amalgame et semble avoir donné les meilleurs résultats avec des masses combinées ne contenant que des tissus humains. La procédure de guérison consistait à retirer le cerveau et la plus grande partie possible de la moelle épinière de l'amalgame. L'extraction d'autres organes tels que les yeux, les tissus oculaires, la langue et le larynx permettrait par la suite au patient guéri de vivre une expérience sensorielle beaucoup plus proche de celle qu'il avait vécue auparavant. Cependant, la difficulté et le coût de cette procédure supplémentaire ont fait en sorte que cela ne se produise que rarement. Une fois extrait, le cerveau du patient est placé dans une solution nutritive et connecté à une interface spécialisée et un système de survie mis au point par la société Anodyne. Un système informatique rudimentaire pouvait être utilisé pour communiquer avec le patient rétabli après plusieurs mois de thérapie et, dans certains cas, les individus auraient été capables d'utiliser des vocodeurs pour synthétiser leurs paroles. On ne sait pas combien de ces personnes sont encore en vie aujourd'hui. On ne sait pas s'il y en a. Ouais, évitez de vous faire amalgamer, vous finirez en simple cerveau qui pourra peut-être retrouver des expériences sensorielles. Je vous recommande vraiment de vous pencher sur la section questions-réponses, elle est super intéressante et blindée de réponses quant à littéralement tout. Que ce soit le superorganisme Anodyne, ce qui s'est passé après la fermeture, c'est super complet et il y a vraiment beaucoup de questions que je vais pas pouvoir passer sur toutes ici. C'était surtout une sélection des questions que moi j'ai préférées. Nous, on doit parler de la fermeture du parc. Qu'est-ce qui s'est passé en cette date fatidique du 4 juillet 2007 ? Pour vous expliquer tout ça, je vais uniquement me baser sur le rapport sur le sujet qui a été publié par la Commission des États-Unis des ressources géobiologiques en collaboration avec le département de l'intérieur des États-Unis, mais aussi les responsables du parc, donc Anodyne. Ici, vous avez une carte qui vous montre déjà le rayon absolument massif sur lequel s'est étendue une partie conséquente des dégâts matériaux. Plus on s'approche de l'épicentre, plus ces dégâts matériaux sont conséquents, et les pertes humaines aussi. Alors, le rapport commence déjà par nous dire ce qui a fait tout foirer, mais moi, je veux pas vous révéler ça tout de suite. Tout ce que je veux vous dire, c'est que ça aurait pu être très largement évité si jamais Anodyne n'avait pas été si laxiste. Je vais me contenter de vous lire les entrées et si jamais il y a quoi que ce soit qui est pertinent, je le notifierai. Débutons par la première entrée qui, déjà, n'annonce rien de bon. 10h29 le 4 juillet. Des pluies anormalement abondantes obligent les administrateurs du parc à annuler le concert et le feu d'artifice du 4 juillet qui devait avoir lieu sur le terrain du parc à la surface. De nombreux visiteurs qui avaient déjà acheté des billets pour l'événement sont mécontents et il est finalement décidé de prolonger les heures d'ouverture du parc jusqu'à minuit pour les personnes qui avaient acheté des billets pour l'événement. Donc c'est déjà pas les meilleures dispositions, que ce soit à cause de la pluie ou à cause du fait qu'il s'agisse là d'un événement. Ce qui est encore pire, c'est qu'Anodyne n'a absolument pas l'habitude de gérer des visiteurs si tardivement, et ça aura son importance
importance plus tard. 20h le 4 juillet, heure normale de fermeture du parc national. Un changement d'équipe habituelle du personnel de nuit amoindri a lieu dans la salle de contrôle. 21h16 le 4 juillet, les équipes de récolte travaillant dans les extrémités ouest de l'organisme ont établi un nouveau record d'extraction afin d'atteindre un quota pour les primes à temps pour les week-ends de vacances. Ça aussi c'est un signe potentiellement avant-coureur parce que je trouve qu'ils prennent l'état endormi de la bête un peu trop pour acquis. À tout moment, ils peuvent arriver à un endroit, toucher un endroit qui la réveillera. Et le danger est accru quand on sait qu'il y a encore un paquet de civils à l'étage. 21h30 le 4 juillet, les opérateurs de la salle de contrôle lancent un test automatique routinier du système et découvrent une erreur de relais résultant d'une demande électrique accrue de la part de l'équipement minier et de l'infrastructure touristique. Un opérateur de la salle de contrôle enregistre le défaut et en informe un ingénieur de service. Pour ceux qui n'auraient pas compris, à cause de ce qui se passe dehors et à cause de l'équipe de récolte, tout le parc nécessite davantage d'électricité, sauf qu'ils parviennent pas à répondre à la demande. 21h41 le 4 juillet, l'eau drainée par les pluies à la surface près de l'orifice d'entrée commence à s'accumuler dans le goulot de sable. Les pompes de drainage sont automatiquement activées par un système de capteurs mais ne parviennent pas à s'initialiser en raison de la défaillance du relais. Une pompe de secours fonctionnant sur un circuit d'urgence séparé est automatiquement activée. Bon, là déjà ça sent pas bon. Et le problème électrique cité précédemment se fait ressentir parce que l'eau commence à s'accumuler dans l'un des organes du superorganisme et à cause justement d'une électricité insuffisante, on parvient pas à pomper et à extraire l'eau du goulot de sable, un organe donc du superorganisme, souvenez-vous. Certes, il est massif, mais il pourrait tout de même en venir à se réveiller à cause de ce genre de situation. Il semble que si ça continue, c'est littéralement comme s'il était en train de se noyer. 21h42 le 4 juillet. Une alarme critique dans la salle de contrôle avertit les opérateurs que la pompe à eau de secours s'est enrayée et qu'elle ne fonctionne plus. La lubrification insuffisante des bagues de la roue de la pompe a entraîné une corrosion due à l'humidité de l'intérieur de la fosse. En gros, la pompe de secours, donc celle qui marche au cas où celles qui sont électrisées ne fonctionnent pas, la seule qui aurait pu nettoyer et éliminer l'eau qui se déverse dans l'organisme ne fonctionne pas non plus, à cause de la corrosion provoquée par l'humidité de la fosse. Et là aussi, ça témoigne d'un certain laxisme parce qu'ils prêtent pas attention à ce genre de détails qui sont pourtant super importants. 21h48 le 4 juillet. Les techniciens arrivent à la station de pompage principale et découvrent que le goulot de sable est presque complètement inondé. L'eau commence à se déverser sur la nervure respiratoire dorsale et dans les bulbes bronchiques. Les opérateurs de la salle de contrôle détournent l'alimentation des rames hydrauliques de l'endoprothèse afin de se préparer à la réaction d'étouffement attendue. Donc là, tout le monde est dans la merde parce qu'évidemment, l'eau en inondant entièrement le goulot de sable va à présent se déverser dans d'autres organes et il en va de soi que le déversement d'une telle quantité d'eau dans les poumons, ça va créer de sacrés problèmes. Du coup, les techniciens ont juste abandonné le plan de pomper l'eau du superorganisme parce que là, il est bien trop tard. 21h51 le 4 juillet. Les techniciens réparent le relais défectueux pendant que le personnel de contrôle réinitialise le réseau électrique du parc. Le réseau est hors service pendant 45 secondes. Le système de sonorisation automatique ne prévient pas les visiteurs car il est programmé pour s'éteindre automatiquement à l'heure de fermeture normale de 20h. Interruption temporaire de l'éclairage fait paniquer de nombreux visiteurs qui retournent au portique principal du centre d'accueil inférieur. Oui, donc là, c'est plus ou moins cooked pour tout le monde, parce que ces idiots d'Anodyne, dans un premier temps, ont été beaucoup trop laxistes, puisque leur système de sonorisation qui aurait permis au public d'être averti de la situation ne fonctionne pas, étant donné que le parc est censé fermer à 20h et que leur sonorisation s'arrête du coup à 20h. Mais le pire, c'est que le réseau électrique a été réinitialisé par le personnel de contrôle. Du coup, les visiteurs, en voyant ça, ils ont pris peur et ont décidé de rentrer dans la gueule de la bête et de descendre dans l'immense centre commercial, au lieu de juste rentrer chez eux. 21h52, le 4 juillet. Une réaction d'étouffement de l'organisme commence 31 secondes après la réinitialisation du poste électrique. Le tronc dorsal principal fléchit violemment. L'absence d'alimentation des rames d'armement hydraulique cause des dommages irréparables à plusieurs sections de l'infrastructure interne. Donc là, ils ont toujours pas rétabli le courant, ce qui fait que les rames ne fonctionnent toujours pas et que maintenant le superorganisme va commencer à réagir, parce qu'il est littéralement en train de se noyer en fait. Il en va de soi que les personnes actuellement se trouvent dans la gorge de ce truc, par laquelle tout doit ressortir dans le cas où il se noie. 21h53, le 4 juillet. Alors que le réseau électrique termine son cycle de redémarrage, les actionneurs hydrauliques dynamiques soutenant le centre d'accueil inférieur corrigent excessivement leur stabilité, sans tenir compte du déplacement du revêtement mural de la cavité nexiale dans laquelle le centre d'accueil est ancré. 2 des 6 supports structurels sont arrachés de leur fondation, ce qui entraîne une inclinaison de 20 degrés de la structure par rapport à la verticale. Le joint de base du portique d'entrée verticale est plié au-delà de son angle limite de conception. Ce qui se passe là, c'est que les énormes barres métalliques qui initialement soutenaient la structure interne, en essayant de se remettre droit à cause des secousses provoquées par la réaction d'étouffement du superorganisme, ne prennent absolument pas en compte les changements anatomiques effectués par cette réaction justement. Du coup, 2 des supports lâchent et toute la structure est penchée de 20 degrés, sans oublier que le portique par lequel ils sont entrés initialement est à présent
condamnés. Ils sont bloqués à l'intérieur. 21h54 le 4 juillet. L'alarme principale est déclenchée automatiquement. Les autorités de surface sont informées tandis que les équipes d'intervention reçoivent l'ordre de se mobiliser. 21h56 le 4 juillet. Les gardes forestiers sont envoyés pour sauver des groupes de visiteurs piégés dans des tunnels et des sentiers particulièrement effondrés. 22h03 le 4 juillet. Le mouvement continu de l'organisme associé à l'eau de pluie provoque le glissement d'un des supports du portique d'entrée supérieure. Un ascenseur sortant s'arrête d'urgence et bloque plus de 2 douzaines de visiteurs. Oui, vous avez bien compris, plus de 2 douzaines de civils sont bloqués dans l'ascenseur à présent à cause des réactions constantes de l'organisme. 22h05 le 4 juillet. Des tremblements de terre ont été enregistrés jusqu'à l'aéroport de Dallas. 22h06 le 4 juillet. La liquéfaction du sol déstabilise les installations de surface à l'intérieur et autour de l'organisme. Les dispositifs de dilatation commencent à se rétracter pour maintenir l'orifice d'entrée ouvert. Le sol au-dessus du superorganisme commence à se liquéfier. Et là, il y a un petit problème, enfin il y en a plusieurs pour le coup, mais en l'occurrence, cette liquéfaction cause des soucis aux dispositifs qui sont censés garder la gueule de la bête ouverte. Si donc ils viennent à tomber, admettons, la créature refermera sa bouche. Je vous laisse imaginer ce qui peut mal tourner. 22h12 le 4 juillet. Le système de gestion automatisé du parc active un dispositif de sécurité globale. 20 000 litres d'aconitine sont injectés dans le superorganisme par l'intermédiaire d'un réseau de stations relais répartis sur l'ensemble de son anatomie interne connue. Ok, donc au moins ils avaient déjà fait quelques prévisions au sujet d'un potentiel éveil de la bête, puisqu'un peu partout dans l'organisme, ils ont installé des dispositifs qui injecteront de l'aconitine dans l'organisme. L'aconitine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sédatif particulièrement utilisé dans les pays orientaux, notamment contre les toux spasmodiques, d'où son utilisation dans ce contexte. 22h12 le 4 juillet. Les tremblements et les convulsions s'intensifient tandis que le portique d'entrée du centre d'accueil inférieur se détache complètement. Le centre d'accueil inférieur commence à s'effondrer dans la cavité nexiale. Ouh, se pète la gueule. 22h12 le 4 juillet. L'action musculaire péristaltique de la cavité nexiale commence à exercer une pression significative sur la structure extérieure de l'installation inférieure du centre d'accueil. Tout se fait smash la gueule à cause des spasmes. 22h15 le 4 juillet. La jonction labiale principale juste à l'ouest de Septum Falls s'infléchit en position ouverte, libérant un torrent de chyme lactogastrique dans le tronc dorsal. Il s'agit probablement d'une réaction à l'injection d'aconitine. Des mots très compliqués pour vous dire qu'en gros, le superorganisme a des réflexes vomitifs à présent et qu'il va sans doute lâcher un geyser d'eau et de chyme lactogastrique en réponse aux sédatifs qui lui ont été injectés. Donc même 20 000 litres de sédatifs ne fonctionnent pas, même si pour le coup ça me paraissait un peu évident. 22h16 le 4 juillet. Les spasmes péristaltiques poussent la masse caustique de chyme et à travers les canaux humides inférieurs et supérieurs en direction de l'orifice de surface. Encore des mots compliqués pour dire que ce truc va faire tout ressortir par sa bouche et que sur le chemin il y a toutes les personnes, que ce soit dans le centre qui est en train de s'écrouler ou dans l'ascenseur du centre et tout le monde est bloqué. 22h16 le 4 juillet. De nombreux visiteurs tentant de fuir l'ascenseur qui est bloqué près de l'orifice d'entrée essaient plutôt d'escalader les parties humides supérieures, mais n'y parviennent pas en raison des pluies torrentielles qui rendent des surfaces très glissantes. Beaucoup finissent par retomber dans la fosse. Les gens étant désespérés tentent tout même d'escalader la gorge du superorganisme, mais ils finissent juste par tomber au bas de la fosse, potentiellement dans des endroits que l'on ne connaît toujours pas. 22h17 le 4 juillet. La masse de chyme jaillit de l'orifice en un geyser de plusieurs centaines de mètres de hauteur. De gros morceaux de matière organique non digérée écrasent plusieurs véhicules et endommagent des vitres. Bah là il a vomito quoi. 22h19 le 4 juillet. Après l'éjection durant plusieurs minutes, un grondement profond et incroyablement puissant s'échappe de l'orifice alors que les tremblements de terre s'intensifient encore. De grandes extrémités commencent à faire surface à travers le substrat rocheux et le sol à environ 30 à 120 km de l'orifice d'entrée. Donc déjà son vomito a duré plusieurs minutes et il paraît même qu'il tente activement ou inconsciemment de sortir du sol là. Et ces extrémités donc au superorganisme qui sortent du sol sortent entre 30 et 120 km de la localisation de sa bouche. C'est absolument horrible de se dire que ce truc doit au moins recouvrir toute la surface du Texas, si ce n'est plus. 22h25 le 4 juillet. L'odeur âcre des éjectats gastriques peut être détectée jusqu'à Odessa dans le Texas. 22h26 le 4 juillet. 2 véhicules du service des parcs et un véhicule d'excursion contenant des employés de service du parc et plusieurs invités tentent de pénétrer par l'orifice buccal. 22h27 le 4 juillet. L'action péristaltique écrase l'un des véhicules d'excursion et aspire les 2 autres véhicules dans la cavité nexiale et dans un organe digestif. Ces véhicules sont présumés détruits. 22h58 le 4 juillet. Le Pentagone reçoit l'autorisation de la Maison Blanche d'utiliser d'une frappe nucléaire si nécessaire pour empêcher l'organisme d'entrer dans un état actif et ou ambulatoire.
respiratoire. La situation a tellement dérapé qu'ils craignent dans un premier temps que ce truc se réveille et dans un deuxième temps, ils préféreraient raser tout ce qui se trouve aux alentours que de laisser ce truc s'échapper. 23h02 le 4 juillet. Le directeur des opérations du site dans la salle de contrôle du centre d'accueil inférieur lance une dernière mesure de sécurité sous la forme de la mesure d'urgence. Donc là, il y a leur dernière barrière de sécurité qui a été activée, la mesure d'urgence dont nous n'avons pas connaissance. Donc on ne sait pas ce qu'elle fait. À 23h02 le 4 juillet, le registre principal des événements enregistre la mise en route réussie de la mesure de la contingence. 23h05 le 4 juillet, l'intégrité structurelle du centre d'accueil inférieur est gravement compromise, entraînant un effondrement total. Donc ouais, tout le centre à l'intérieur de la gorge du superorganisme s'écroule. 23h05 le 4 juillet, la liaison des données avec le centre d'accueil inférieur est coupée. 23h13 le 4 juillet, l'espace mais l'action motrice du superorganisme commence à nettement s'atténuer. Les équipes d'intervention commencent à descendre dans l'orifice pour tenter des opérations de sauvetage. La bête a juste vomi et est repartie dormir. Du moins, on dirait. 23h19 le 4 juillet. L'équipe d'intervention rencontre un groupe de visiteurs qui a tenté de s'échapper de l'ascenseur bloqué. La plupart sont morts, les autres sont mortellement blessés et partiellement digérés à cause des éjectats gastriques caustiques. Donc là, en entrant dans l'ascenseur, l'équipe de sauvetage est tombée sur une salle d'ascenseur en miettes, avec des gens morts à l'intérieur qui ont été digérés par les éjectats gastriques, tandis que les autres qui sont vivants se font activement digérer. 23h42 le 4 juillet. Contact radio établi avec le véhicule de garde forestier piégé dans le Oyster Shame. En raison de la fermeture des ventricules, aucune stratégie de sauvetage ne peut être élaborée avant la mastication complète. C'est horrible parce que ceux qui avaient essayé précédemment d'y aller en véhicule, souvenez-vous, et qui étaient tombés à l'intérieur, ils sont toujours vivants, mais ils sont déjà condamnés. Ils vont littéralement se faire mastiquer. 23h56 le 4 juillet. L'équipe d'intervention confirme que la mesure d'urgence et l'installation associée sont toujours intactes et opérationnelles. 23h58 le 4 juillet. Le gouverneur du Texas, Rick Perry, déclare officiellement l'état d'urgence pour le comté de Gumption. Minuit 22 le 5 juillet. Les équipes d'intervention acheminent le réseau ombilical de données et d'énergie vers le nouveau camp de base dans l'installation de la mesure d'urgence. Minuit 35 le 5 juillet. 3 formes de vie intrafosses sont identifiées comme ayant été éjectées à la surface. 15 visiteurs sont blessés et 7 sont chassés par des formes de vie intrafosses lors de l'évacuation urgente de la station de surface. C'est con parce que ceux qui étaient restés à la surface, maintenant ils se font chasser par des bêtes qui normalement restent dans la fosse, donc potentiellement des copépodes abyssaux. Minuit 41 le 5 juillet. Le personnel du parc réussit à tuer les 3 énormes formes de vie. 1h02 du matin, le 5 juillet. Les hélicoptères de la garde nationale commencent à livrer du matériel et du personnel pour aider à contenir le site. 1h58 du matin le 5 juillet. Un hôpital de terrain est construit pour soigner les visiteurs et le personnel blessé. 2h37 du matin le 5 juillet. Les premiers constats des dégâts font état d'une destruction catastrophique de l'infrastructure interne du parc. La géobiologie de la fosse a radicalement changé le niveau de risque. Maintenant, la fosse, elle est encore plus dangereuse qu'avant. 3h du matin le 5 juillet. Téléconférence d'urgence de la direction d'Anodyne, le directeur des parcs nationaux et le secrétaire d'État de l'Intérieur sont présents. 3h12 du matin, le 5 juillet. La décision finale est prise de déclencher l'intervention de la FEMA et de constituer un groupe de travail chargé de contenir le superorganisme. 4h du matin, le 5 juillet. Les hélicoptères et les véhicules des médias commencent à se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. 4h39 du matin, le 5 juillet. Les techniciens du camp de base commencent à éteindre la mesure d'urgence. De grandes fractures dues au stress énergétique sont apparues sur les composants minéraux. Les ingénieurs déconseillent de réinitialiser la mesure d'urgence, jusqu'à ce que les composants minéraux puissent être remplacés ou réparés. 6h08 du matin, le 5 juillet. Le personnel terrestre commence à assembler un système de pompe pour injecter des sédatifs industriels dans le superorganisme. Des camions de transport contenant des sédatifs industriels se présentent. Alors j'imagine qu'ils craignent qu'elle soit toujours éveillée et qu'à tout moment elle reparte, et franchement ils ont déjà une expérience extrêmement négative avec les sédatifs et leurs injections. Apparemment ça les intéresse pas trop, ils vont réinjecter. 9h45, le 5 juillet. Téléconférence d'urgence des actionnaires d'Anodyne. 11h20, le 5 juillet. Plusieurs patients blessés quittent inexplicablement l'hôpital de terrain et commencent à marcher vers la fosse. Environ 38 personnes parviennent à ramper jusqu'à l'orifice en l'espace de 8 heures. Aucune n'est retrouvée. Bon, ça on y reviendra, mais c'est, je trouve, une idée horrifiquement brillante. Que des personnes qui ont littéralement vécu un enfer sortent inexplicablement de leur habitacle protégé et retournent dans la fosse. Ça devient de l'horreur purement cosmique. 15h51 le 5 juillet. La transmission radio depuis le véhicule des gardes forestiers pris au piège cesse. De nombreuses personnes pensent que d'autres petits groupes de visiteurs et de membres du personnel sont toujours coincés. Fin de la chronologie. Donc là, les mecs qui étaient dans les voitures, ils ont juste perdu la connexion avec eux près de 16 heures après qu'ils soient tombés. Donc ils sont potentiellement restés bloqués dans un enfer vivant pendant 16 heures entières, dans cette
catastrophe. Vous vous en doutez, le parc est à présent fermé pour toujours et confiné. Il y a constamment des gardes qui surveillent les lieux, mais Anodyne semble continuer, ou du moins le gouvernement et Anodyne semblent continuer à étudier la bête, continuant d'en extraire autant que possible de matières premières. Je sais pas si je vois ça trop loin, mais j'ai presque l'impression que tout ça, tout cet ARG, c'est une immense critique du consumérisme et d'une véritable condition humaine. Je vais m'expliquer un peu et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce qu'est la bête. Déjà, le fait que ce truc nous soit complètement inconnu, qu'on n'ait même pas véritablement conscience du danger qu'il peut présenter et que malgré tout, on l'utilise dès qu'on le découvre. Comme si de rien n'était, on finira même par pousser cet esprit consumériste au plus loin en y installant un centre commercial et plus vastement en commercialisant l'entièreté du site. Ça fait très vite écho à notre réalité, je trouve, cet esprit, cette impression se retrouvant à une autre échelle. Certes, on n'a pas de super organisme massif, mais on a d'autres trucs où on est pleinement conscient des dangers et des risques qu'ils provoquent. Pourtant, on peut pas s'empêcher d'y aller. Plus vastement, cette idée, elle s'articule pas qu'autour des lieux touristiques, qu'on s'entende. Quotidiennement, on vit des états très similaires, cette bataille constante entre l'âme et le corps, où d'un côté notre âme ou notre intellect souhaite quelque chose, mais par une quelconque force, certains accuseront l'inconscient, certains autre chose, on va littéralement à l'encontre de ce qu'on sait être le mieux pour nous, ou dans le contexte de cette histoire, ce qui nous entoure. Puis le clou du spectacle, c'est qu'Anodyne et le gouvernement, tout en sachant parfaitement les risques qu'une exploitation continue comporte, ils s'en foutent. Et ça c'est de nouveau applicable à plein de domaines de notre réalité. Je vais pas entrer en détail dans ce que je pense parce que ce serait très long et je pars vite en couille. Mais j'espère que vous aurez plus ou moins compris ce que moi je tire de toute cette histoire. Si jamais vous avez des questions quant à ma conclusion ou quant à tout cet ARG, n'hésitez vraiment pas, comme toujours, à écrire un commentaire. Parlons de ce qu'est, ou du moins ma pensée vis-à-vis de ce qu'est ce super organisme. Je pense, comme je le dis depuis le début, que ce truc est profondément en lien avec l'occulte ou avec une quelconque religiosité ou spiritualité, comme vous voulez l'appeler, que ce soit par les conséquentes références à la religion ou même à la spiritualité. Déjà, on apprend que les Amérindiens avaient conscience de ce super organisme, ils le connaissaient. De plus, il y a dans les questions-réponses sur le site un poème qu'on a su récupérer des tribus amérindiennes qui, justement, étaient adressées à ce super organisme. Je vais pas vous le lire parce que, comme pour le pendentif du travailleur et sa prière, la traduction n'a pas trop de sens en français. En attendant, on apprend qu'il le connaissait et qu'il l'utilisait. Il buvait en effet le liquide amniotique, il faisait des offrandes animales et humaines, et en plus de ça, dans leur poème, ils parlent d'un dragon qui a été englouti par le super-organisme. Maintenant, le dragon c'est souvent associé au diable, donc concrètement, je sais pas trop quoi penser à ce niveau-là, puisque dans les cultures amérindiennes, je vois pas ce qu'ils pourraient référencer comme étant un dragon, mais c'est rien de positif, puisque les peuples amérindiens pratiquant ces poèmes remercient activement le super-organisme. Donc honnêtement, aussi dégueulasse que soit ce truc, je pense pas qu'il soit inhéremment mauvais. On en a aucune preuve du moins, étant donné qu'il ne semble vouloir tuer personne. En tout cas, il le fait pas consciemment. La seule occurrence d'une attaque enregistrée, c'est celle de l'incident du 4 juillet 2007, mais c'est aucunement sa faute. Sinon, souvenez-vous, on disait de Jim, soit littéralement le mec qui l'a découvert, qu'il était un espèce de chaman réincarné. Donc même dans la personne qui a découvert les lieux, on a cette référence au chamanisme et aux cultures amérindiennes. D'ailleurs, Jim, vous vous demandez sûrement où il est. Bah, Jim, il est mort en 2006 à 58 ans d'un cancer. Donc rien à voir avec la bête, on aurait peut-être pu avoir une piste. Je pense en tout cas que ce truc a tout de même un pouvoir particulier. Au-delà d'un pouvoir propre à sa taille gigantesque, il y a cette entrée étrange où des gens sont retournés dans la fosse comme s'il avait aussi un pouvoir d'influence. En tout cas, je saurais difficilement quoi en penser. Je pense que c'est définitivement une créature quasi préhistorique, si ce n'est préhistorique. Maintenant, comment elle s'est formée, quel niveau de conscience est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'était ce dragon? Vraiment, ça, j'en sais trop rien. Concrètement, j'en sais trop rien sur le truc en général. J'ai quelques éléments, certes, mais j'arrive pas à les imbriquer ensemble, leur donner une quelconque logique ou ne serait-ce qu'une généalogie. Je suis perdu, donc n'hésitez pas, de nouveau, comme toujours. C'est un vrai plaisir à écrire vos idées, théories en commentaire. J'aimerais beaucoup les lire. En tout cas, je mettrai en première ligne dans la description le Patreon du créateur ainsi que son site. Il a fait un travail juste monstrueux. C'est super crédible et bien fait. Que ce soit sa direction artistique que j'adore ou l'horreur en elle-même, c'est un des meilleurs projets qu'il m'a été donné de voir en toute honnêteté. Allez juste le voir par vous-même et si jamais ça vous intéresse, il y a aussi un subreddit avec une commu assez active de ce que j'ai vu. Vous commencez à savoir que j'aime pas forcément utiliser Reddit pour mes vidéos, je préfère utiliser la source même, mais je doute absolument pas que vous allez faire de sacrées trouvailles en allant sur le subreddit. Le projet est toujours en cours, même si momentanément ralenti parce que le créateur est récemment devenu père, donc il doit consacrer la majorité de son temps à son enfant, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, il a aussi prévu de sortir un livre, si jamais ça intéresserait potentiellement des gens. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère de nouveau, comme toujours, c'est vraiment mon objectif, vous avoir fait découvrir un univers palpitant, et j'espère avoir su vous retranscrire ce que moi j'ai ressenti en faisant les recherches de cette vidéo, un dégoût profond et une certaine fascination pour tout le travail fourni derrière cet ARG. Je
Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.